Eh bien voilà, nous sommes avec Patrick Pisson qui a été un des pilotes qui a écrit les grandes heures de la participation des Français en petite cylindrée en championnat du monde. On l'a vu avec principalement en plus un 50 cm3 français, l'ABF. Donc on va demander à Patrick de se présenter un petit peu et de nous dire comment il est arrivé au Grand Prix. Eh bien Patrick Pisson, oui, c'est un gars des années 70, ces merveilleuses années. Les années de l'insouciance, comme je dis souvent. C'est vrai que les Grands Prix, c'était l'insouciance. Et bon, ça a démarré en 2 secondes à Orléans, rapidement. Je suis originaire d'Orléans, avec les copains du quartier, bien sûr. C'était l'époque des monos Ducati, 250, 350, course de côte. Et puis les copains m'ont piqué à la course moto. Et puis j'ai commencé avec une 125R Macchi à la Côte-Lapise en 1973. Et ensuite, l'accession au Grand Prix a été assez rapide, puisque dès la fin des années 70, tu courais en Grand Prix. Bah oui, c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait être rapide. Une année de course de côte, enfin une année, 3-4 courses, vous savez à l'époque ce que ça pouvait être. Et puis très très vite, 75, bon, j'étais champion de France, avec 50 et 125 national. Et puis pendant que je faisais mon service militaire, j'avais reçu un coup de fil, l'importateur Morbidelli France, ces merveilleuses motos Morbidelli, qui m'appelait pour être pilote officiel 125 pour la France, pour décrocher le championnat de France. Et puis il y a eu 3, aujourd'hui on dirait des wildcards, c'était pas ça bien sûr, et j'ai fait le premier Grand Prix en Belgique. Et le premier Grand Prix, manque de chance, je me suis retrouvé en première ligne au départ, ça c'est un souvenir mémorable. 4e temps, derrière, Bianchi, Nieto et Pilleri. Ouais, fallait être jeune, Mais donc, et le pire de tout, c'est que je suis parti en tête. Bon, ça n'a pas duré quand même, les cadors m'ont doublé, mais j'ai fini 6e à mon premier Grand Prix, et donc en 2-3 ans, on se retrouvait en Grand Prix et en première ligne de temps en temps. Oui, parce que le système à l'époque, il fallait marquer très vite des points pour être pris dans les Grands Prix suivants. Alors du coup, ça y était. Et là-dessus, s'est greffé l'histoire avec l'ABF français, l'équipe de Bernard Fourès, Audry et tout ça. Comment ça s'est passé ? Ouais. Alors, effectivement, il y a eu cette année 1976 avec le Morbidelli, donc je me suis fait un petit peu remarquer. Je suis allé à l'international. Et puis ABF, je courais aussi en 50 d'ailleurs. Et puis pour 77, alors je me souviens absolument pas comment ça s'est passé, si c'est moi qui l'ai contacté ou si c'est lui, c'est marrant, j'arrive pas à me rappeler. Bref, en 1977, donc il m'a prêté le 50 ABF. Et là, c'était une machine merveilleuse, en 50 bien sûr, et tout de suite, je me suis retrouvé en Grand Prix. Et dès la première année, j'ai fait des podiums, et première année, 5e au championnat du monde avec ce petit 50 jaune, fabriqué à Bordeaux par Bernard Fourès, ABF, le B de ABF. Et voilà, j'étais une star. Et ton meilleur résultat en 50, tu as été plusieurs fois sur le podium avec Nieto, avec Lazzarini, avec tous les cracks. Ouais. Oui, effectivement, j'ai fait... Alors c'est un fan, vous savez que sur les courses anciennes, on retrouve tous les vieux fans qui connaissent le palmarès mieux que vous. Et il y a quelques années, il y en a un qui savait, je ne me rappelle plus, enfin je n'ai jamais compté. En fait, j'ai fait 7 podiums dans ma carrière. Bon, 7 podiums, c'est pas mal. Donc des 2e et des 3e places. Et bon, malheureusement, pas de victoire. Mais bon, 7 podiums, c'est... pas trop mal, Oui, surtout que peu de gens ne réalisent qu'à l'époque, il y avait 11 ou 12 Grands Prix par an, et pas autant qu'aujourd'hui, mais par contre, il y avait beaucoup de courses internationales qui vous permettaient de rouler beaucoup plus. Voilà, effectivement, les Grands Prix, il y en avait 10, 11, 12 maximum. En plus, en 50 cm3, parfois, il y en avait moins. On n'allait pas en Finlande, par exemple. Et il y avait les courses inter. Les courses inter, on essayait de gagner un petit peu de sous pour mettre des pistons neufs la course d'après. Mais ça permettait, c'était une sorte d'entraînement, en fait, ces courses internationales. Tu as fait partie des Français qui suivaient régulièrement ce qu'on a appelé le Continental Circus, c'est-à-dire camion, caravane, et puis la grande organisation du Continental, pilote, chauffeur. Heureusement, tu avais ta chère et douce tendre cuisinière et comment dirais-je, gardienne du temple, mais sinon, vous faisiez tout vous-même. Ah ben, on faisait tout, ça c'est sûr. On faisait tout, et c'est pour ça d'ailleurs que... Je dirais, c'est pour ça qu'on faisait des carrières assez courtes. Vous avez vu, aujourd'hui, ils font des carrières de 12, 15, 20 ans presque en Grand Prix, parce que c'était vraiment épuisant. Bon, on va pas se plaindre, bien sûr, mais c'est vrai qu'on cherchait des sponsors l'hiver, surtout. On sortait de la saison, où on avait fait déjà le mécano, le pilote, le chauffeur. Et puis à l'entrée de l'hiver, bien sûr, on n'avait pas un sou. Donc on faisait les fameux salons régionaux pour vivre l'hiver. On cherchait des sponsors, etc. C'est vrai que c'était quand même un peu épuisant. Et on faisait des carrières assez courtes, mais c'était le vrai Continental Circus.
J'ai eu l'occasion récemment là, dans un magazine de raconter ça, les galères de caravane, de Grand Prix sur le bateau en Suède-Finlande. Bon, ça a été une époque fantastique. C'est ce que je dis, Jacques, il connaît ça encore mieux que moi, c'est ces fameuses années 70, c'est fou. Hein. En fait, je sais pas, ça doit être le post-mai 68, et que ce soit au niveau moto, musique, mode, sexe et tout, ces années 70, et on le voit en ce moment avec les coupes de moto anciennes, c'est vrai que les pilotes des années 70, on a tous une petite aura. Alors que les années 80-90, je ne sais même pas si dans 10-20 ans, ils vivront la même chose que nous. Mais les années 70, il y a un bouquin à faire là-dessus. Jacques Bussier ou Bernard Faux, ils pourraient faire ça. Mode, moto, musique, Rolling Stones et tout ça. Tout se mélange, mais c'est vrai aussi que aujourd'hui, les jeunes pilotes sont pris en main dès l'âge de 10, 11, parfois moins. Mais enfin, en gros, à 14-15 ans, ils sont entre les mains d'un coach. Et d'un côté, ça fait peut-être de meilleurs pilotes plus tôt, mais on a l'impression que ça gomme un peu leur personnalité. Vous arrivez, si j'ose dire, dans le palmarès et dans le circuit, quasiment à l'âge adulte, en travaillant pour payer vos motos. Ah oui, c'est complètement différent. Moi, ma première licence, je l'ai prise à 21 ans, hein, cette fameuse Côte-Lapise en 73, j'avais 21 ans. Course de côte, enfin bon, 21 ans, aujourd'hui à 21 ans, je vous fais pas le dessin, vous savez, ils sont champions du monde, ils sont depuis l'âge de, on sait même plus parce qu'ils commencent à 5 ans maintenant, et à 12-14 ans, ils sont déjà à moitié professionnels. Moi ça j'avoue aujourd'hui, ça me plaît moyen, parce qu'on a les podiums, comme je dis, sur les podiums de catégorie MotoGP, où ça devrait être des hommes qui maîtrisent des motos qui vont à 300 à l'heure, des cadors, des gars. On trouve des gamins, des gamins qui n'ont pas de barbe, enfin je sais pas. Voilà, mais ça a pas le côté de héros entre guillemets qui maîtrisent des machines extraordinaires. Ça enlève un peu il faut relativiser parce que toute époque a ses coutumes et ses héros, si j'ose dire. Mais vous aviez cette double difficulté. Vous deviez créer vous-même votre propre capacité de courir. Et puis vous, quand vous arrêtez de courir, il n'y a plus rien, il n'y a plus de revenus, il n'y a plus rien. Et vous êtes obligé de vous construire une deuxième vie, ce que tu as fait aussi très habilement. Ah, effectivement, parce que le jour où ça s'arrête, généralement, on n'est pas nombreux à avoir mis de l'argent de côté. Hein. C'était pas mon cas. Alors, effectivement, si on est un petit peu parti la fin de carrière. Moi, j'ai arrêté, c'est vrai, je le dis toujours, 6 avril 80, quand Olivier Chevalier s'est tué. Et c'est vrai que je voulais pas du tout rester toute ma vie à faire des courses. Je me rappelle d'un article, je sais pas si c'est Jacques Bussier qui l'avait écrit, mais on m'avait écrit... je ne suis pas le seul à avoir écrit sur la moto quand même. Non, pas exagérer, mais là on est ensemble. Non, Plisson, la maladie de progresser, je me rappelle. Et c'est vrai que pour moi, il fallait toujours progresser. Et le jour où j'ai senti que j'allais régresser, puis qu'il y a eu cet événement, j'ai stoppé net et j'ai jamais recouru. Et oui, j'avais pas envie de... Donc hop, on passait à autre chose. Ça a été hyper intensif. J'ai toujours été passionné de moto. Je suis resté dans le milieu toute ma vie. Mais pas question de régresser ou de revivre. Et après, c'est la reconversion. Et là, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Oui, mais enfin, tu as quand même réussi de belles choses. Tu as créé une agence de communication. Tu as créé une agence de publicité et ta deuxième vie dans la moto a été aussi longue que fructueuse. Oui, alors là, je n'ai vraiment pas à me plaindre, c'est sûr. Alors, c'est vrai que j'avais fait un petit peu d'études, d'ailleurs, pour essayer de vous faire rire, là, les internautes, les auditeurs. S'il y a quelques années, là, au Coupe Moto Légende, on se plaignait de ne pas être champion du monde, certains, là. Et on était avec Hubert Régal et toute une petite bande. Et Jackie Germain qui me sort: écoute, Plisson, déjà, tu as eu ton bac, tu voulais pas en plus être champion du monde. Donc, c'est vrai que j'ai fait un petit peu d'études. Bon, et donc, après, j'ai travaillé dans le milieu de la moto, chez Yamaha. Et puis, j'ai monté une agence de communication dans la moto il y a plus de 20 ans. Qui fonctionne toujours bien. Et bon, je commence un petit peu à lever le pied, là, les années me poussent. Mais oui, je me suis pas mal reconverti. Enfin, pas mal, oui. Enfin, si, j'ai fait une vie heureuse. Et comme citait Jacques tout à l'heure, avec ma chère femme Christine, on s'est connus, ça va faire 40, on sera mariés, nos 40 ans de mariage, vous vous rendez compte, ça fait un peu petit vieux ça. Mais... Ça pour un pilote c'est de l'héroïsme. Cela dit, rafraîchis-moi ma mémoire, on est bien en Coupe Moto Légende là, réponds oui ou non. Ah tout à fait là, oui. On est bien en Coupe Moto Légende où tu pilotes une moto que tu as pilotée il y a 30 ans, oui ou non? 40, oui. Bon. Et qui c'est le pilote qui m'a dit, moi je remonterai jamais sur une moto ancienne parce que si j'en reconduis une, je vais être piqué par le virus et je pourrai plus m'en arrêter? Alors je me rappelle très bien, c'est marrant, il rappelle ça. C'était à Assen, au Centennial.
certains connaissent, hein, c'était le renouveau de la moto ancienne, c'était déjà il y a 12-15 ans je crois. 98. Presque 20 ans. Et je me rappelle, on est arrivé à ce truc-là fantastique, on a retrouvé tous les vieux copains qu'on n'avait pas vus depuis 20 ans, parce que chacun avait fait un petit peu sa vie dans son coin. Donc c'était le revival là, du classique. Et j'ai croisé Jacques, etc. Et il m'a dit, fais gaffe. Alors ça, je me rappelle, il me dit, fais gaffe. Si tu mets le petit doigt, tu vas aller jusqu'au bras. Et j'ai dit, non, je veux pas remettre c'est un truc de vieux, je veux pas rentrer là-dedans. Et puis là, c'est de pire en pire, c'est dramatique. T'as vu le stand qu'on a installé aujourd'hui? J'ai vu. On est à fond dedans, mais bon, ça nous fait plaisir. Voilà. Alors, on va pas se priver. Hein. Alors, on va terminer sur une note un peu particulière et j'allais dire presque sentimentale. Donc, tu évoques le fait que c'est la mort d'Olivier Chevalier, qui était un de tes grands amis au circuit Paul Ricard en avril 1980. Et étrange coïncidence, quand même, tout au début de ta reconversion, tu as travaillé 2 ou 3 ans avec Alain à Vendôme. C'est vrai. C'est vrai, la famille Chevalier, on s'entendait bien avec Olivier et Alain en tant que pilote sur les circuits. Donc en 1980, j'ai décidé, bien sûr c'est une grosse erreur, mais tant pis, j'ai décidé d'abandonner les petites cylindrées où j'aurais dû persévérer, mais pour passer en 2,5, 3,5. Bref, j'ai dit, je vais vous faire voir aussi ce que je sais faire en 2,5, 3,5. Je me suis associé, je suis rentré dans le team avec Olivier Chevalier et Alain comme préparateur pour 1980. Il y a eu cet accident, j'ai raccroché. Et puis 2 ans après, avec Alain, il m'a rappelé, on s'est retrouvés. J'étais dans la période de reconversion donc, et je suis rentré dans l'écurie avec Alain pour faire un petit peu le directeur, manager, mettre en valeur un petit peu mes études, comme on avait dit, mon sens un petit peu de relations publiques. Et de l'organisation. L'organisation, et donc Alain avait besoin d'un bras droit un petit peu. Bon, et alors Alain, j'ai toujours dit, c'était un garçon intelligent, hein, c'est sûr, intelligent, qui avait une vision sur la course, vous savez tous ses qualités. Pour être honnête, ça n'a pas très bien fonctionné. Moi, je me suis retrouvé dans un rôle un peu intermédiaire. Alain, il n'a peut-être pas eu, tout ce qu'il attendait de moi. On a toujours été très amis, etc. Mais c'est vrai que ça a duré 2 ans et demi. Et puis, je suis reparti dans une reconversion un peu plus classique. Et je me suis dit, la course, non, c'est pas vraiment, on fait pas un métier dans ce milieu-là. Mais donc, avec Alain, d'excellents souvenirs sur le plan humain, je dirais, humain avec Alain Olivier. Mais sur le plan professionnel, oui, on n'a pas réussi ce qu'on aurait peut-être pu faire tous les deux. Mais c'est pas grave, on est toujours resté très bien. Cela dit, moi j'étais très proche de la famille Chevalier et donc aussi d'Alain. Je peux dire aussi que ta position n'était pas facile parce que c'était le moment où les sponsors se mettaient à mettre beaucoup d'argent, donc beaucoup de pression. Avoir 2 interlocuteurs à l'époque, c'est-à-dire Alain comme en gros patron de l'écurie, plus toi comme directeur, il y avait un modus vivendi à trouver et même dans les autres teams, il n'a été trouvé que beaucoup plus tardivement. Mais dis-nous un peu plus de bons souvenirs pendant ces années avec Alain. Les victoires quand même. Oui, les victoires effectivement, celle d'Olivier, c'était en Yougoslavie, sa première victoire, 76, voilà. Et puis les bons souvenirs, alors c'est bien sûr la bonne humeur d'Alain Chevalier, on le sait tous, Alain puis Olivier aussi d'ailleurs. Un gars, donc comme je disais, intelligent, toujours de bonne humeur, comme souvent les talents, ils passent inaperçus. Comme les grands champions, les grands sportifs, vous savez, on dit toujours d'un sportif, oh là là, il a l'air à l'aise, que ce soit, je sais pas, en ski-neige, en tennis ou en moto. En ce moment, Zarco, par exemple. On n'a pas l'impression qu'ils font d'efforts, ça semble naturel, et c'est les plus grands champions. Et Alain Chevalier, c'était un petit peu ça dans son domaine technique. Un gars simple, abordable, qui de l'extérieur se prenait pas la tête, si on peut dire, mais bref, qui était un gars génial, toujours abordable, et c'est la signature des grands champions. Comme Olivier avec son sourire, sa bonne humeur et son partage aussi. Il aimait bien partager avec les autres, aider des jeunes. Et comme je dis toujours, on a regretté Olivier Chevalier parce que je pense qu'il aurait été patron d'un grand team et peut-être un genre président de la fédération française ou autre, bien qu'on a un ancien champion aujourd'hui qui fait un super boulot, mais des années avant. Et puis Alain, il a fait son parcours aussi avec la Vauxhall. Puis aujourd'hui, il se repose là-haut, mais on en parle tous les week-ends, je vous rassure. Voilà, Patrick, merci de ces instants que tu nous as accordés pour plus grand plaisir des auditeurs de Pitlane. Auditeurs, téléspectateurs, internautes, à chaque fois on me reprend, quel nom faut-il leur donner? On va dire des passionnés. Et merci à tous de nous regarder.